Bienvenue dans le journal de RTI 1. Bonjour à toutes et à tous. Pour commencer, les trois titres. En Côte d'Ivoire, début hier des épreuves écrites 2022 du concours d'entrée à l'ESATIC, l'école supérieure africaine des TIC. Le ministre de la Communication et de l'économie numérique, Amadou Koulibaly, a procédé hier au lancement de la composition au lycée classique dans la commune de Cocody. La Côte d'Ivoire vers l'autosuffisance en maïs. Un projet d'appui aux producteurs de maïs a été lancé il y a quelques jours à Korogo, dans la région nord du pays. Objectif, améliorer la production en passant d'1,5 tonne de maïs à 10 tonnes à l'hectare. Enfin, en Birmanie, l'ex-dirigeante Aung San Suu Kyi, condamnée à 6 ans de prison supplémentaire pour corruption. En Côte d'Ivoire, donc 1119 candidats pour la licence et 114 pour le master. Les épreuves écrites 2022 du concours d'entrée à l'école supérieure africaine des TIC, l'ESATIC, ont été lancées aujourd'hui au lycée classique dans la commune de Cocody par le ministre de la Communication et de l'économie numérique, Amadou Koulibaly. Les résultats seront publiés le 22 août prochain. Lycée classique d'Abidjan, il est 7h45. Des élèves et étudiants venus par milliers pour prendre part au concours d'entrée à l'école supérieure africaine des TIC ESATIC. Avant le lancement des épreuves, le stress se lit sur les visages, mais les candidats restent optimistes. Je suis très bien préparé pour l'entrée à l'ESATIC. Je pense pouvoir avoir une place. Je suis optimiste. Pour ma part, c'est la meilleure école en termes d'informatique en Côte d'Ivoire et même en Afrique. Donc c'est pour ça que je voudrais y adhérer. 8h, le ministre de la Communication et de l'économie numérique, Amadou Koulibaly, fait son entrée dans l'une des salles de composition. Après avoir prodigué quelques conseils d'usage aux candidats, il donne le top départ des épreuves écrites. Mathématiques, physique, chimie, anglais et français sont les matières auxquelles sont soumis les aspirants. Pour cette année, ce sont 1119 candidats à concourir pour la licence pour 150 places disponibles. Quant au master, on dénombre 114 candidats en lice, dont 83 pour la filière informatique et 31 pour les télécommunications, avec 35 places à pourvoir. Sur les 1119, on a 25% de filles. Et nous lançons donc un appel aux jeunes filles pour qu'elles puissent compétir donc à cette école. Ils sont un peu stressés, mais nous avons essayé de les mettre en confiance, montrant que les épreuves sont forcément à leur portée. S'ils sont arrivés à ce niveau, on ne peut pas leur donner des épreuves qui ne sont pas à leur portée. Après, c'est un concours. C'est les meilleurs qui seront choisis. Les résultats du concours seront mis en ligne le lundi 22 août prochain. La rentrée universitaire est prévue pour le 5 septembre 2022. Toujours en Côte d'Ivoire, des élèves et étudiants récompensés récemment lors d'une cérémonie dans la commune de Cocody. Ils sont au nombre de 18 et ils ont remporté des prix lors de la 2e édition du concours national de physique. Cette compétition a été organisée par la Société ivoirienne de physique. Les précisions dans ce reportage de Sephora Zegui. Christ, Stéphane et Manuela font partie des 18 élèves et étudiants lauréats du concours national de physique, initié par la Société ivoirienne de physique, SIFIS. Ils ont été classés premiers dans la catégorie des classes de 4e avec 19 sur 20 de moyenne. C'est une fierté pour moi et pour mes parents, un prix qui m'encourage à travailler encore plus pour l'avenir. Je suis très heureuse de l'avoir remporté. J'aimerais dire aux jeunes filles de Côte d'Ivoire de travailler. De savoir organiser leur temps, de ne pas fuir les matières scientifiques. Il n'y a vraiment rien d'effrayant dedans. Ce concours, qui est à sa 2e édition, prône la formation et la recherche en physique dans tous ses aspects. Vafi Doumbia, le président de la Société ivoirienne de physique, rappelle l'importance de ce concours dans la promotion des filières scientifiques. Arsène Kobea, le directeur de cabinet du ministère de l'Enseignement supérieur et de la Recherche scientifique, au nom de Adama Diawara, encourage les jeunes lauréats pour leurs prouesses réalisées lors de ce concours. C'est ce que nous recherchons, de l'engouement
pour les sciences et les technologies. Et heureusement, fort heureusement, il y a le respect du genre dans cette matière. Nous aurions voulu que une telle activité impacte toute la Côte d'Ivoire. Pour cette deuxième édition, ce sont les classes de 4e, de seconde C, première D et la licence qui ont été sélectionnées dans plus de 65 établissements du pays. Le premier prix décerné à chaque lauréat est composé d'un ordinateur, d'un trophée, un diplôme et une enveloppe de 50 000 francs pour les lycées et 100 000 francs pour les universités. Les deuxième et troisième prix sont quant à eux repartis avec une tablette, un trophée, un diplôme et une enveloppe de 25 000 francs CFA. Ndoussi, petite ville située dans la région sud du pays, secouée récemment par des affrontements entre gangs. À noter plusieurs morts, blessés et destruction de maisons et autres commerces. Un couvre-feu a donc été décrété par les autorités. Les forces de l'ordre se sont déployées dans la ville. À noter que le ministre de la Réconciliation et de la Cohésion nationale, Bertin Kouadiokonan, est attendu aujourd'hui à Ndoussi. Les précisions de Walter Amadou. Dans la nuit du vendredi 12 août dernier, la quiétude des populations de Ndoussi a été perturbée. Un affrontement entre jeunes de cette localité a enregistré perte en vie humaine, de nombreux blessés et des dégâts matériels. Cette situation a commencé depuis le début du mois d'août, parce qu'il y a eu un premier affrontement qui a fait 3 morts, un blessé grave, des blessés légers. Mais cette fois-ci, nous avons enregistré un mort, des résidences pillées et incendiées, près d'une trentaine de magasins qui ont aussi été pillés, saccagés, incendiés dans un affrontement entre jeunes. Nous ne pourrons dire la cause ou la source de ce qui oppose nos jeunes. Des familles sans toit et commerçants témoignent. Tout est parti. Je n'ai pas vu quelqu'un qui a fait. La première fois, personne n'a intervenu. Voilà la deuxième fois que ça m'arrive. On se saigne, on prend crédit à la banque pour venir investir. Les crédits là sont sur notre tête et puis voilà ce qui nous arrive. On leur demande pardon. Oui, c'est tous les marchandises qui étaient dedans, au nombre de 20 millions comme ça. Tout est brûlé. Et chez moi, c'est 2 magasins. Les marchandises étaient en haut, puis en bas, il y avait les étagères, il y avait mes bureaux, tout ça là, dedans. Tout est brûlé avec mes documents, tout est tout perdu. On souhaite que la paix n'est qu'à revenir. Ma famille était couchée dans la maison. Et subitement, les gens sont venus les attaquer. Il a pris une bouteille contenant de l'essence. Et il a lancé la bouteille et puis il a enflammé la maison à pris feu. Il y avait les cantines, les anciens trucs de mes parents qui nous ont dévastés d'un pas. Les cantines, les bijoux, tout ce qui est or, tout était des cantines. Les cantines sont depuis là-bas. Tous les vêtements de ma famille, tous les biens ont été brûlés. Le député de cette circonscription lance un appel à l'apaisement. Nous sommes sur une terre d'union, nous sommes sur une terre de cohésion et c'est pour cela d'ailleurs que nous voulons appeler l'ensemble de ces jeunes. Que la seule chance pour nous, la seule chance qui s'offre à notre jeunesse, celle de Ndoussi, c'est de nous donner au travail, dans la cohésion, dans l'union, dans l'entente, de sorte à ce que nous participions tous au développement de cette nouvelle commune. Pour l'heure, un calme jugé précaire par les autorités règne sur Ndoussi. Pour renforcer ce calme, un couvre-feu de 19h à 6h a été décrété. Les forces de l'ordre mènent des patrouilles dans la cité. Les populations de Côte d'Ivoire sensibilisées à l'importance et au respect des symboles de l'État, notamment l'hymne national, une initiative de la Direction de la citoyenneté et du civisme. C'était à l'occasion de la Semaine nationale du civisme. Les détails, Didier Nguessan. Torse bombé, le menton relevé, les bras le long du corps, ces stagiaires du service national des jeunes chantent l'hymne national. L'attitude corporelle qu'ils adoptent est tout aussi importante et à la hauteur du chant entonné. Le corps épouse ici l'esprit pour un rendu de la biganaise à la fois audiblement et visuellement agréable. Mais cette attitude citoyenne n'est malheureusement pas commune à tous. Pendant l'hymne national, certains sont distraits, tandis que d'autres semblent désintéressés. On a encore besoin de sensibilisation vers l'hymne national.
Voilà, parce que certains n'ont pas encore cette notion d'importance-là. Certains n'ont pas encore compris que l'hymne national, c'est une marque identitaire de la nation. Si certains dénoncent la désinvolture face à ce symbole de l'État, d'autres se remémorent les bonnes manières, les gestes de bienséance qu'ils ont connus. Je me rappelle qu'à l'époque, le salut aux couleurs à l'école, lundi, samedi, on avait des parents qui respectaient l'hymne national à la maison même. Quand l'hymne est entonné dans le journal ou bien même lors d'un match des éléphants, le papa, maman, tout le monde se lève. Aujourd'hui, pendant que l'hymne passe ou bien pendant qu'on est dans une cérémonie, on a des personnes qui savent faire, qui font autre chose. Et quand un jeune essaie de voir une autorité qui est peut-être sur son téléphone, la transmission elle est ratée. Moi j'étais dans une école où pratiquement il n'y a pas de clôture. Voilà. Les gens passaient, défilaient, quand ils entendaient l'hymne national, tout le monde s'arrêtait. L'hymne national, l'abidjanaise, est la carte d'identité sonore de la République de Côte d'Ivoire. Un chant fédérateur dans lequel chaque citoyen se reconnaît. D'ailleurs, il nous rappelle que notre devoir est d'être un modèle. Comment doit-on se comporter pendant l'hymne national et à quelles occasions doit-on le chanter? Pendant qu'on chante l'hymne national, nous devons être statiques. Pratiquement les bras tout le long du corps. Pour certains, ils peuvent la poser en fait sur la poitrine, ils peuvent le faire. Mais on ne doit pas mâchonner de chewing-gum, on ne doit pas bavarder, on ne doit pas être au téléphone, on ne doit pas circuler. Là où des Ivoiriens sont rassemblés au cours d'une activité, ils doivent en fait entonner leur hymne national. Par exemple, pour une conférence qui est organisée, un atelier de travail, quand on chante cela, en fait, on se dit que là où nous sommes, nous devons de pouvoir donner de nous-mêmes. S'abstenir de chanter l'abidjanaise est-il un acte réprimandable? Pour ma connaissance, non. Il y a des personnes qui ne savent pas chanter l'hymne national. C'est nous aussi notre devoir, en tant que direction en charge de la promotion des valeurs civiques et citoyennes, de pouvoir valoriser véritablement l'hymne national. L'on assiste de plus en plus à la traduction de notre hymne national dans des langues locales. Pour la directrice du civisme et de la citoyenneté, ces initiatives qui brisent les barrières de la langue sont louables. Nous félicitons toutes ces personnes-là qui arrivent en fait à traduire l'hymne national en langue locale. Mais très souvent, ils suivent le rythme de l'hymne national. Ils suivent la musique de l'hymne national. C'est-à-dire, quand par exemple quelqu'un chante en baoulé, on sait que c'est l'hymne national. Pourquoi? Parce qu'en fait la musique est suivie. C'est le contenu des paroles qu'ils essaient de traduire pour ces personnes-là qui ne savent pas parler du français. Et donc pour nous, nous encourageons ces personnes à le faire. Le code pénal prévoit des sanctions en cas d'outrage au symbole de la République. Des sanctions qui partent de 200 000 francs à des années même de prison. À l'occasion de la Semaine nationale du civisme, les populations sont sensibilisées sur les 5 symboles de l'État que sont les armoiries de la République, le portrait du président de la République, l'emblème national, la devise de la République et l'hymne national. Direction la commune de Port-Bouët où les plages de Vridy-Canal ont été entièrement nettoyées. C'est une initiative de l'organisation non gouvernementale 350 Côte d'Ivoire, structure soutenue par l'ambassade des États-Unis et des gardes-côtes américains en escale dans le pays. Pour en parler, c'est Fourazegui. Les gardes-côtes américains, aux côtés des enfants vivant à proximité du canal de Vridy et l'ONG 350 Côte d'Ivoire pour nettoyer cette plage envahie par les déchets plastiques. Une opération de tri sélectif d'ordures qui séduit Aminata, l'une des bénévoles de l'ONG 350 Côte d'Ivoire. J'ai appris que ça pouvait protéger l'environnement et nous pouvons sauver la planète avec. Ils viennent souvent dans notre école pour nous apprendre des choses. Peut-être ça pourrait nous servir dans le collège. Éduquer les populations à la préservation de l'environnement, puis inculquer des bonnes attitudes environnementales aux enfants. Voici l'une des missions de cette organisation non gouvernementale. Nous, en tant qu'organisation de la société civile, nous entendons justement montrer le bon exemple aux générations futures. Ça commence avec les enfants. On a le canal de Vridy qui est le point de jointure entre la lagune Ebouillé et l'océan Atlantique. Et donc ces déchets justement qui sont sur nos plages proviennent sûrement de la lagune avec les différents changements de courants marins. Et nous qui avons grandi ici, on essaie de contribuer justement au bien-être de notre environnement et surtout orienter les plus jeunes
vers l'éducation environnementale et la lutte contre la pollution plastique. Le Mohawk est le premier navire américain à se rendre en Côte d'Ivoire en 3 ans. Sacrifié donc à cette tradition lors des escales dans un pays ami est un honneur pour les gardes-côtes américains et leur représentation diplomatique. So the importance of this activity is to set a positive example for the kids. L'objectif de cette activité à laquelle nous avons participé, c'est de donner un bon exemple aux enfants de la Côte d'Ivoire parce que nous organisons la même activité chez nous aux États-Unis. Aujourd'hui, nous sommes participés à l'activité de nettoyage de la plage. Nous apprécions beaucoup le partenariat des médias, des enfants et de l'ONG 350 Côte d'Ivoire. Après l'étape du nettoyage, place au jeu. La US Navy a joué un match de football avec les enfants du canal de Vridi. Prendre part à ce match de gala fut une expérience inédite pour ces enfants. Deuxième titre de ce journal, Korogo, dans la région nord du pays. Un projet d'appui aux producteurs de maïs a été lancé il y a quelques jours. Une initiative d'une structure privée. Objectif, assurer l'autosuffisance du pays en passant d'1,5 tonne de maïs à 10 tonnes à l'hectare. Les explications de Ami Sissoko. Augmenter la production du maïs en Côte d'Ivoire en passant d'1,5 tonne à 10 tonnes à l'hectare. C'est le projet intitulé Kabawari à Korogo, cérémonie de lancement officielle de ce projet d'appui aux producteurs de maïs. L'idée, elle est déjà de progresser, c'est-à-dire de passer de 1 à 2 tonnes en fonction des producteurs à 4 à 5 tonnes. Et pour atteindre cet objectif, ça demande finalement pas énormément de choses, c'est-à-dire il faut effectivement donc la bonne variété, il faut le bon produit qui va avec, il faut le bon fertilisant. Si on arrive à faire ça, on ira assez facilement et assez rapidement à 4 à 5 tonnes pour après atteindre d'autres paliers et aller encore plus loin. Avec une production moyenne annuelle d'environ 600 000 tonnes, le maïs est en Côte d'Ivoire la céréale la plus cultivée après le riz. La région des savanes produit à elle seule 60% de cette céréale. Ce sont donc plus de 80 coopératives de la filière maïs du Nord qui bénéficient de semences de nouvelle génération, un nouveau programme culturel, des engrais et des produits phytosanitaires avec des facilités de paiement pour l'atteinte de l'objectif. Avant, ma production était 3 tonnes à l'hectare. Le maïs manque. La Côte d'Ivoire n'arrive pas à satisfaire le marché local même. Donc les gens sont obligés de partir demander le maïs ailleurs. Là, nous ne voulons pas ça. Il faut que chaque Ivoirien à son niveau produise au moins 1 hectare. Le projet Kabawari, l'agent du maïs en Malinké, vise non seulement à augmenter la production du maïs en Côte d'Ivoire pour son autosuffisance, mais également à améliorer les revenus des producteurs. Restons à Korogo, dans la région nord du pays, où une fédération nationale de trituration et d'huilerie de graines de coton a vu le jour. C'est une initiative des associations de triturateurs. Objectif, revaloriser les sous-produits du coton. Ami Sissoko. Revaloriser les graines de coton, surtout mieux défendre leurs intérêts, c'est ce que visent les associations de la filière des sous-produits du coton. Réunis à Korogo, ils mettent en place la Fédération de trituration et d'huilerie de graines de coton de Côte d'Ivoire, FENATSI. Chers acteurs de la trituration, je tiens à vous rassurer que c'est maintenant que le plus dur commence. Certes, je suis le président, mais c'est ensemble que nous allons relever le défi qui s'impose à nous. Et croyez-moi, il y en a assez. Une fédération souhaitée par les acteurs de la filière des sous-produits du coton au regard de ses avantages. En association, on n'est pas fort, mais en fédération, on est fort. Donc on arrive mieux à s'exprimer. Nous allons tout faire pour que l'État nous comprenne, que l'État soit notre parapluie. Cette année, la graine qu'on a suspendue à l'exploitation, ça nous a permis vraiment de créer beaucoup d'emplois au niveau des jeunesses et les femmes. Le Conseil coton Anacad, la tutelle, se réjouit de la naissance de cette nouvelle fédération, la FENATSI. C'est une avancée vers la convergence de nos énergies, de nos efforts et de nos compétences au service de la filière coton. Au-delà de ça, j'invite tous ceux qui veulent faire la trituration
d'aller vers le professionnalisme. La Côte d'Ivoire est actuellement le 3e producteur de coton graines avec 539 000 tonnes, dont près de 260 000 tonnes de graines de coton, derrière le Mali et le Bénin. Sur les 260 000 tonnes, 230 000 sont transformées par une cinquantaine d'unités de trituration. Les ingénieurs agronomes de Côte d'Ivoire également se mobilisent. Ils ont procédé récemment à l'installation officielle du bureau exécutif de leur association. Cette cérémonie s'est déroulée dans la commune du Plateau. Pour en parler, Espérance Diakale et Jean-Luc Bangbo. Remobiliser toutes les promotions issues de l'École nationale supérieure d'agronomie, ENSA, en vue de revaloriser et de protéger l'ordre des ingénieurs agronomes de Côte d'Ivoire. C'est l'idée qui sous-tend l'installation du bureau exécutif de l'Association des ingénieurs agronomes de Côte d'Ivoire, AIA-CI. Il faut déjà qu'on nous reconnaisse en tant qu'acteur de développement agricole en Côte d'Ivoire. Vous avez des anciens qui sont mal connus. Et ensuite, il y a la contribution. Et contribuer, ça veut dire quoi? Organiser des séminaires, organiser des débats, organiser tout ce qui est de nature à amener la réflexion pour aider l'État de Côte d'Ivoire pour le développement de ce pays-là. Les défis fixés par le nouveau président s'inscrivent dans le cadre du Programme national d'investissement agricole de deuxième génération, PNIA 2, qui est adossé au PND 2021-2025. Je vais sincèrement féliciter le président et tous ses collaborateurs immédiats. Vraiment, ils ont eu du mérite. Ce que je peux dire ici, c'est de prier Dieu pour que cette fois-ci, ce soit la meilleure et qu'ils puissent réussir dans leur mission. Je suppose qu'ils vont analyser pour voir quels sont les facteurs qui ont fait que les premières tentatives n'ont pas marché et puis porter des correctifs. À partir de là, les adapter aux contraintes actuelles pour relever les défis qui s'imposent à eux. Entre 1996 et 2022, 1144 ingénieurs agronomes ont été formés. 27% de cet effectif sont des jeunes filles. Dans l'actualité nationale, la levée du mot d'ordre de grève des propriétaires et acteurs des agences de transfert mobile d'argent. Le collectif des syndicats a donc produit un communiqué le 15 août dernier pour annoncer la fin de la grève. Selon le document, en attendant une issue heureuse des négociations, les activités reprennent. Les propriétaires et acteurs des agences de transfert mobile d'argent protestaient, entre autres, contre la nouvelle répartition des commissions proposées par les opérateurs téléphoniques mobiles. Toujours en Côte d'Ivoire, la première assemblée générale ordinaire le 4 août dernier de la Confédération patronale unique des petites et moyennes entreprises. Cette cérémonie a marqué le lancement des activités de ce groupement. Il s'agissait de faire le bilan des activités déjà réalisées par les PME. La vaccination et le respect rigoureux des gestes barrières pour mettre fin au coronavirus dans tout le pays. 32 nouveaux cas de coronavirus enregistrés hier en Côte d'Ivoire par le ministère de la Santé, de l'Hygiène publique et de la couverture maladie universelle. La Côte d'Ivoire compte actuellement 86 183 cas confirmés de coronavirus, 85 199 personnes guéries, 817 décès et 167 cas actifs. La vaccination contre le coronavirus est volontaire et gratuite en Côte d'Ivoire. Direction Gagnoa, dans la région centre-ouest du pays. Les populations de Djedje d'Igbepa ont célébré récemment le président de la République, Alassane Ouattara. Elles ont salué son leadership, ses actions de développement et sa vision de l'unité nationale. Les détails, Éric Goré. La contrée de Djedje d'Igbepa, en fait, ce village situé en plein cœur du département de Gagnoa, affiche sa reconnaissance à la République. En effet, les populations ne sont pas insensibles au développement rapide amorcé par leur village. Mieux, de nombreux cadres de la région sont nommés par le président de la République dans l'administration ivoirienne. Quand vous proposez des cadres pour nomination, le président Ouattara veille à ce que les cadres proposés proviennent des différents coins de la Côte d'Ivoire. Les mentalités ont changé, avoue avec force un cadre de la localité.
Au départ, il y a eu des mécontentements, mais avec les gestes de développement, avec les actes de développement, nous allons résolument vers donc, une réconciliation absolue. C'est pourquoi, de façon unanime et spontanée, les têtes couronnées, les élus, les cadres, les jeunes et les femmes ont choisi ce jour pour magnifier le président Alassane Ouattara qui a su forcer le respect et l'admiration par ses actions qui touchent tout le pays sans exclusion. Hier, c'était le bitume à Ouragayo. Aujourd'hui, c'est les châteaux d'eau, ça et là. Et là, construction de ponts entre Grand Bassi et ici, Guégué Dibwepa. Donc, nous exprimons notre infinie gratitude au président de la République. C'est le ministre Adama Diawara qui est le parrain de ce rendez-vous de développement. Il a, pendant son allocution, demandé à son auditoire de rester dans cette vision du président de la République. Une vision d'union et de développement, avant d'ajouter. Et la gratitude, c'est la marque des grands hommes. C'est la marque des grands hommes. Ce qui veut dire que les habitants de ce village véhiculent cette marque de grands hommes et de grandes femmes. Les habitants de ce village sont des hommes et des femmes de valeur. Je dirais tout simplement des hommes et des femmes grands, dans le sens premier du terme. Donc je vous demande d'applaudir très 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 fort le premier Ivoirien, son Excellence M. Alassane Ouattara. Le ministre Adama Diawara a promis du matériel didactique aux établissements du village afin d'améliorer le cadre de travail des apprenants. Revenons, si vous le voulez bien, sur l'an 62 de l'indépendance de la Côte d'Ivoire. C'était le 7 août dernier, jour de fête nationale. Les populations de Goudouko, dans la région sud, et de Bloléquin, dans l'ouest du pays, étaient en joie. Le 62e anniversaire de l'accession de la Côte d'Ivoire à l'indépendance, célébré dans l'allégresse à Bloléquin. Les populations sont venues de toutes les contrées du département pour participer à ces festivités. Dans son adresse à la population, le préfet de Bloléquin s'est réjoui des actes posés par le président de la République Alassane Ouattara qui ont contribué fortement à détendre le climat socio-politique dans le pays. Gbagboé Gilbert a exhorté les populations à cultiver la cohésion afin de faciliter le vivre ensemble dans cette région qui a payé un lourd tribut lors des crises précédentes. Il a surtout invité ses administrés à mettre fin à l'anarchie dans le foncier rural pour éviter de nouvelles crises. Niazoroko, village de la sous-préfecture de Goudouko, dans le département de Lakota, a accueilli les festivités du 62e anniversaire de l'indépendance de la Côte d'Ivoire. Une cérémonie marquée par le passage en revue des troupes et de la montée du tricolore ivoirien, ainsi que l'adresse de Fatimata Kamara, sous-préfet de Goudouko, qui a appelé ses administrés à l'unité et à la cohésion, non sans saluer les actions de développement du président de la République Alassane Ouattara. Par ailleurs, Fatimata Kamara a exhorté les chefs de village à être des artisans de paix dans leurs communautés respectives. Et ils ont tous reçu des cartes d'identification des mains du sous-préfet. Plusieurs danses de la localité ont fait montre de leur savoir-faire en lieu et place du défilé. Landiougou, village de 9000 habitants situé dans la sous-préfecture de Kasséré, dans le canton Pongala, région de la Bagoué, a accueilli la fête de l'indépendance marquant l'an 62 de la Côte d'Ivoire. C'est le sous-préfet de Kasséré, Apollinaire Kofi Bofo, qui a présidé la cérémonie. Landiougou a bénéficié du soutien du chef de canton Pongala, Amadou Ouattara, et l'ensemble des chefs des 17 villages. Le président du comité d'organisation, Ben Kayala, a au nom des populations remercié le président de la République Alassane Ouattara pour les infrastructures de base réalisées, doléances des populations, érection de Kasséré en département et Landiougou en chef-lieu de sous-préfecture. On faisait le point avec Herman Niamia, Abou Sanogo et Godefroy Okambawa. En image, l'actualité internationale, et nous partons en Birmanie où l'ex-dirigeante Aung San Suu Kyi, déjà condamnée à 11 ans de prison, a subi hier une peine supplémentaire de 6 ans de détention pour corruption.
Enfin, après quelques jours de silence, la République islamique d'Iran a nié hier toute implication dans l'attaque perpétrée aux États-Unis contre Salman Rushdie, en faisant porter la responsabilité à l'auteur des versets sataniques 33 ans après la fatwa de l'ayatollah Khomeini, le condamnant à mort. Voilà, merci de nous avoir suivis. Plus d'informations sur notre site rti.ci.